Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour parler implantation. Vous venez d'entendre toute la partie prospection. Quand on est une entreprise française et qu'on souhaite gagner des parts de marché, parfois la France ne suffit pas et donc il faut aller à l'international. Et donc la prospection commerciale à l'international, des fois ne suffit pas non plus puisque par la force des choses ou par la culture du pays, la culture business du pays, il faut parfois s'implanter. Je suis Faiza Ashkar, responsable développement export de BPI France. Je suis ravie de vous accueillir et ravie d'accueillir mes partenaires, Chambre française de commerce et d'industrie à l'étranger et les OSCI qui se présenteront très rapidement sans perdre plus de temps. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Faiza, merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Laurent Marionnet, le directeur de la Chambre de commerce française au Portugal. Et je suis ici pour vous parler du réseau des chambres de commerce françaises, présenter un peu le réseau rapidement. Donc on est un réseau cousin des chambres de commerce françaises sur le territoire français. On a une différence notable, c'est qu'on est des organisations privées qui s'autofinancent à 99%. Vous voyez que je ne sais pas si les slides, oui, passent. On est présent dans le monde entier, donc il y a 119 chambres dans 94 pays. Et notre activité, elle se résume rapidement en deux pôles principaux. On est d'abord des clubs d'affaires. On a été créé par des chefs d'entreprise qui étaient présents dans les pays et qui voulaient partager leurs expériences. Et non, c'est un peu trop vite, on revient. Oui. La suivante. Voilà. Donc on est un club d'affaires donc avec des membres. Et l'objectif de ces clubs d'affaires, c'est que les membres puissent faire des affaires entre eux, favoriser le développement des affaires. Et puis le deuxième pôle d'activité, c'est qu'on accompagne les entreprises françaises qui souhaitent développer leurs affaires dans les pays où on est présent. Et notamment, on intervient donc après l'étape que vous venez de voir dans la conférence précédente, où on aide sur l'implantation, où on accompagne les entreprises qui souhaitent développer vraiment de façon pérenne leurs affaires dans les pays où nous sommes présents. Voilà, vous voyez sur les slides qu'on représente quand même un réseau important. Donc c'est plus de 35 000 entreprises, plus de 850 collaborateurs. Voilà, un réseau qui est en croissance et présent dans le monde entier. Je vais laisser la parole à mon collègue d'Altios. Bonjour à tous, enchanté. Quentin Durier, moi je suis directeur du business development d'Altios, qui est présente sur un petit peu moins de pays que mes confrères. Nous on a des implantations dans 22 pays en propre avec des équipes à chaque fois localisées dans les pays. Certaines francophones, d'autres nationalités, puisque Altios a effectivement une origine française, mais de plus en plus devient international également par ses clients, notamment allemandes. Pour vous donner un peu une vision en termes de taille, on a accompagné à peu près 10 500 entreprises, dont 8 000 françaises depuis notre création il y a 30 ans. On a à peu près 750 collaborateurs. On fait partie de manière assez inégale. On a des bureaux d'une dizaine de personnes et puis on a 250 personnes en Inde pour illustrer un petit peu notre taille et puis la variabilité des équipes à l'international. Et puis on traite effectivement tous les sujets, on va dire, post-prospection, développement, qui vous a été décrit un peu plus tôt par Business France, et notamment de plus en plus des solutions d'implantation en propre liées au fait de mettre une personne en physique dans un pays et puis ensuite de grandir et de continuer d'accélérer sur ces pays à l'international. On est une société indépendante détenue par 3 personnes physiques, 2 Français, un Allemand et qui détient ensuite toutes ses filiales en propre, et on a un partenariat cadre avec le groupe Crédit Agricole sur tout l'accompagnement des clients de ce réseau à l'étranger. Donc on va avancer, je ne sais pas comment ça marche. Ah bien, ouais, ok, super. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer aux entreprises qui souhaitent s'implanter? Quels services on peut proposer, que ce soit les services de l'OSCI ou du réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger? De notre côté, on a développé une marque qui est commune à tout le réseau, qui s'appelle Le Booster, qui est en fait proposé aux entreprises qui souhaitent s'implanter des bureaux, louer des bureaux, que ce soit en open space ou des bureaux fermés. Ce sont des centres d'affaires qui propose un certain nombre de services d'hébergement. On peut aussi héberger des VIE, parce que je pense que vous connaissez ce que c'est que les VIE, mais on est, nous, avec notre présence sur les territoires étrangers et nos bureaux, on a la possibilité d'héberger à des coûts abordables pour les entreprises qui se lancent à l'export, les VIE. On peut proposer de la domiciliation de société. Donc ça veut dire que quand vous arrivez et que vous voulez créer votre filiale, vous pouvez domicilier le siège de votre société chez nous, dans nos bureaux. Et là, on peut gérer un certain nombre de services, que ce soit la réception du courrier, mais d'autres services qu'on développera un peu plus tard.
On est aussi capable d'aller chercher des locaux pour vous. Quand vous vous développez, on accompagne toute votre croissance, bien évidemment. Et on peut, avec nos membres, puisque ça c'est l'intérêt du réseau et du club d'affaires, c'est de vous mettre en relation avec des membres qui sont capables de vous trouver des locaux, rechercher des locaux, et puis vous accompagner aussi dans le recrutement quand c'est nécessaire. Le gros avantage que vous retrouvez dans tout le réseau, c'est d'abord cette marque commune et des prestations communes. Donc on est capable de vous donner un niveau de service qui est commun dans tous les pays où on est présent, où il y a des centres, le booster. Et l'avantage aussi important, c'est que vous bénéficiez de notre réseau. Donc si vous venez au sein d'une chambre de commerce, vous êtes hébergé au sein d'une chambre de commerce française à l'étranger, vous allez pouvoir rentrer dans le réseau d'affaires de ces chambres. Moi, je suis au Portugal, par exemple. Au Portugal, on a 700 membres. Et donc, ce réseau, il est ouvert aux gens qui sont hébergés chez nous, qui sont dans notre centre, le Booster. Et donc, ça, c'est aussi un gros plus parce que ça vous fait gagner du temps pour faire votre réseau et rentrer encore un peu plus sur le pays. On peut passer au sujet suivant. Alors, rapidement, Irène Régnier, Chambre de commerce française du Royaume-Uni, donc avec le Portugal. On voulait vous parler des différentes formes d'implantation possibles et en particulier du commercial à temps partagé. Qu'est-ce qu'un commercial à temps partagé ? Vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir une personne à temps plein sur un projet à l'international. Et du coup, les chambres de commerce à l'étranger, on a mis en place la possibilité, selon votre cahier des charges, d'avoir un de nos personnels locaux dédié à votre projet. Ça peut être pour une recherche de qualification de liste de contacts, participer à des salons. Et la personne de la CCI au Portugal, au Royaume-Uni, en Pologne, au Vietnam, va prendre la casquette de votre entreprise et va vous représenter auprès des distributeurs locaux, auprès de clients potentiels. Donc vous allez avoir localement quelqu'un qui va prendre l'ADN de votre société et travailler avec vous. Pour ce faire, on a votre cahier des charges et un reporting régulier qui est fait. Donc vous avez vraiment une présence locale à moindre coût, parce que si vous deviez recruter localement quelqu'un, ça prendrait du temps. Donc ça vous permet et le contrat du coup se fait entre nous, c'est notre personnel. Donc c'est une des possibilités à entrevoir, entre autres. Et après on va en voir d'autres. Du coup Laurent, on peut peut-être passer sur l'autre solution. Ah, solution RH. C'est là. Si jamais vous voulez recruter localement, parce que vous avez identifié un candidat potentiel sur votre pays voilà, phare, vous avez la possibilité de recruter localement à travers les services que nous proposons de gestion salariale déléguée. Vous allez avoir un contrat de travail avec cette personne, mais il vous faut un bureau de paye. Et les chambres de commerce internationales, un grand nombre d'entre elles, 29, peuvent vous proposer des solutions RH déléguées. On peut même aller en amont sur la partie recrutement. Et on a 49 CCI qui vous proposent de recruter, de vous aider dans le recrutement du personnel. Comme le disait Laurent, on a un tissu local très fort, on travaille avec des entrepreneurs et on est capable du coup d'identifier des candidats qui colleront à votre projet à l'international. Donc là, à la différence avec le commercial au temps partagé, vous avez quelqu'un qui vous appartient à 100% et qui travaille à 100% pour vous. Donc c'est quelque chose dont je voulais parler. Souvent, il y a quelque chose qu'on confond entre la gestion salariale déléguée et le portage salarial. Et du coup, je passe la parole à Quentin qui va vous expliquer la différence et les avantages des solutions. Effectivement, sur la partie gestion salariale, vous êtes l'employeur de la personne dans un pays avec un contrat de travail qui est bilingue, binational entre la France et quelqu'un basé par exemple en Allemagne, quelqu'un en Belgique, quelqu'un basé au Royaume-Uni. Le portage salarial, la principale différence, c'est que vous n'êtes plus employeur de la personne d'un point de vue de la réglementation sociale et fiscale locale. Il vous faut vous appuyer sur une structure, donc Altios le fait, d'autres de mes confrères au sein de l'OSCI également, sur une société qui va être de facto l'employeur de cette personne dans le pays en question. Ça veut dire tout simplement éditer ses fiches de paye, payer ses impôts quand ils sont prélevés à la source, déclarer évidemment d'un point de vue charges sociales aux équivalents URSSAF et autres dans le pays en question. Ça vous permet notamment sur des pays un peu complexes d'implantation, on parlera après de la partie création de filiales, d'être l'étape intermédiaire entre ce qui vient d'être évoqué, à savoir le collaborateur à temps partagé qui est externalisé, et la filiale qui parfois va être un peu trop engageante sur des géographies compliquées, qui va prendre du temps, qui va nécessiter des investissements un peu plus importants, et d'avoir un contrat de travail qui est finalement flexible, puisque vous avez un contrat de service qui est flexible, vous avez un contrat de service avec l'entité qui porte, et l'entité qui porte va avoir un contrat de travail avec la personne.
C'est assez facile à mettre en place. Souvent, ça va durer entre 18 et 24 mois, le temps de vraiment tester le marché, puisque ce qui a été évoqué juste avant, à savoir les solutions de recrutement, souvent viennent répondre à un enjeu qui est de dire j'atteins une forme de plafond de verre sur le marché, je traite à distance, alors parfois avec un relais local, mais mes distributeurs, mes agents ne sont pas aussi bien animés que ce que j'aimerais. Je voudrais avoir vraiment quelqu'un qui est dédié à temps plein au développement de cette activité-là pour voir si justement je passe l'étape encore d'après, qui est l'étape d'implantation en propre avec ma filiale, mes équipes, etc. et la capacité de monter en puissance. Et en fait, le schéma de gestion qui est plutôt européenne, gestion salariale, enfin UE j'entends, ou de portage, vous permet en fait d'avoir une étape intermédiaire avant de mettre des trop gros investissements sur un marché. Ça vous permet aussi, dans certains cas, de travailler sur des solutions de sourcing, par exemple en Asie, en Chine, en Inde. On a énormément de collaborateurs qui sont en fait dédiés à des entreprises françaises à 100% et qui vont aller qualifier des usines de production, des fournisseurs, etc., sans que l'entité n'ait de présence pérenne locale et sans qu'elle ait à envoyer à chaque fois des collaborateurs de France ou d'autres pays. Donc c'est une solution qui se veut intermédiaire, puisque dans certains pays c'est limité dans le temps. Il y a un enjeu fiscal aussi dont il faut tenir compte, qui est la requalification potentielle en établissement stable, et on en parlera juste après. Néanmoins, c'est une solution assez opérationnelle, assez pratique et très facile à mettre en place pour avoir quelqu'un en toute légalité dans un pays basé à l'étranger, sans être sur un schéma qu'on a parfois d'équivalent auto-entrepreneur, qui est évidemment beaucoup moins sécurisant pour une entreprise française qui mettrait 100% de son business ou une grande partie de son business en quelqu'un qui serait qu'un auto-entrepreneur, donc un contrat de service moins maîtrisé. Une fois qu'on a dit ça, quelle est l'étape suivante? C'est l'implantation. Je vais passer la parole à Laurent pour qu'il vous décrive tout cela. Alors, l'implantation, ça c'est quelque chose aussi que les chambres de commerce peuvent vous proposer. Dans certains pays, là, tout le réseau, je pense, ne propose pas ce service, mais la majorité des chambres peuvent vous proposer. En fait, quand vous décidez, quand vous êtes arrivé à une étape où il faut vous implanter, il y a certains pays où légalement vous êtes obligé d'ouvrir ce qu'on appelle un établissement stable, créer une société. On est capable de vous accompagner. Et là, comment ça se passe? On a tous une procédure à peu près identique. C'est que déjà, on va vous recevoir. On va discuter avec vous et on va vous présenter les différentes formes de sociétés possibles dans le pays. Donc la forme juridique de la société et les formalités qu'il faut accomplir aussi, vous expliquer quelles formalités accomplir, quels documents rassembler et quel délai ça peut prendre pour enregistrer votre société, parce que chaque pays est spécifique. Ensuite, on va peut-être aussi vous mettre en relation avec des banquiers, avec des experts comptables, avec des avocats, parce que tout ça, c'est suivant la législation des pays, c'est très important d'être en relation avec ces gens-là, et ce sont des démarches qu'il faut souvent mener tout de front. Et donc en fait, l'avantage de passer par les services des chambres de commerce françaises à l'étranger, c'est que déjà on connaît toutes les procédures bien évidemment, et on peut vous faire gagner du temps parce qu'on saura vous expliquer, on saura mener nous toutes ces étapes en même temps. Donc ça veut dire rédiger les statuts, ça veut dire ouvrir le compte en banque, ça veut dire vous trouver votre expert comptable quand c'est nécessaire. Et au moment où on fait l'enregistrement de la société, parce qu'on va aussi avec vous au registre du commerce faire l'enregistrement de la société, on est capable vous êtes capable après d'être opérationnel assez rapidement. Et puis après, on fait tout un suivi de votre dossier, bien sûr, tout un accompagnement long de la vie de la société. Je vais juste rajouter, on parle français. Alors, aucune critique par rapport aux entrepreneurs français et leur anglais. Ou autre langue, mais bon, ça aide beaucoup, et notamment quand on parle de juridique, etc., d'avoir quelqu'un, un interlocuteur qui est capable de vous donner les équivalences pour vous permettre de comprendre ce qu'on vous demande. Un CABIS, ça n'existe pas au Royaume-Uni, mais on va vous donner l'équivalent. Vous allez avoir besoin de documents auprès de la banque, on va savoir ce que c'est. Et surtout, les marchés asiatiques, là, vous avez besoin d'un interlocuteur francophone, et au sein des équipes, vous aurez toujours des professionnels bilingues. Oui, c'est la même chose au Portugal où l'administration, là c'est le cas un peu particulier, l'administration est parfois un peu compliquée. Et donc, oui, nous on parle français, on parle portugais, donc on est capable aussi de vous expliquer tout ce qu'il faut. Mais c'est le cas dans tous les pays, bien évidemment. Et des points à bien anticiper, c'est la notion de timing. Qu'on parle d'une implantation au Portugal, au Royaume-Uni ou dans des pays comme l'Inde ou la Chine, il faut bien raisonner sur l'ensemble des étapes du processus. Créer une filiale dans la plupart des pays, c'est relativement rapide, mais c'est la phase 1, enfin 1 et 2, pardon. Collecte de documents et incorporation. Ouvrir un compte bancaire, dans certains pays et selon votre organisation, les fameux KYC demandés par les banques, ça peut prendre jusqu'à 6 mois,
voire un petit peu plus dans certains pays. Et ça, il faut bien l'intégrer dans un business plan parce que quand on décide d'appuyer sur le bouton pour s'implanter et qu'on a besoin de facturer dans 2 mois, ce ne sera peut-être pas possible dans certains pays. Il y a quelques mois, on a accompagné une entreprise, une grande société qui voulait distribuer en magasin, qui avait pris un bail commercial pour ouvrir un magasin au 1er août. Ils ont décidé d'appuyer sur le bouton en mars en Allemagne. On a ouvert le compte bancaire de la société le 30 juillet. Donc je ne sais pas si vous imaginez le timing qui était important, parce qu'ils devaient être capables d'encaisser des paiements en carte bleue, etc. au 1er août, ce qui a failli pas se passer. Et sachant que 4 mois en Allemagne, c'est extrêmement rapide par rapport à la moyenne du timing. Donc il faut vraiment en tenir compte. Il y a aussi un point, et je rebondis dessus, puisqu'il y a quelques années, j'étais intervenu sur une table plutôt asiatique de par mes années passées en Chine. Et on avait eu une question dans la salle en disant oui, moi je suis bloqué, je ne peux pas ouvrir ma filiale à Singapour puisqu'il me demande absolument un mandataire légal local. Il ne faut pas hésiter à poser la question, que ce soit aux chambres de commerce ou à nous, puisqu'en fait il y a des solutions très pratico-pratiques. Vous n'êtes pas obligé d'embaucher une personne et de lui donner un mandat social. Déjà, il faut qu'il l'accepte, et puis de deux, vous lui donnez un peu les clés du camion. Donc quand on se lance à l'international et qu'on embauche quelqu'un, on n'a pas forcément envie de lui donner l'ensemble des responsabilités d'accès total au compte bancaire, de responsabilité fiscale, etc., avant de le connaître. Vous avez des solutions aujourd'hui d'externalisation de ce type de fonctions qui peuvent être provisoires, mais typiquement en Australie, en Inde, à Singapour, au Brésil. Nous, on endosse ces mandats de représentation sociale le temps qu'il faut. Parfois, c'est 3, 6 mois, le temps que justement les personnes montent en puissance. Mais c'est un point qui peut paraître un point de blocage qu'il faut anticiper, mais sur lequel il faut évidemment se renseigner, poser la question en amont lors du processus d'incorporation, puisque c'est là où en fait on peut lever assez vite ces points de blocage. Irène parlait de la notion de parler français, ce qui est évidemment critique pour notamment expliquer les différences dans le reporting. Nous, on gère à peu près de par le monde 450 filiales entre les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. Nos interlocuteurs, qui sont souvent des directions financières, des comptables, vont nous dire mais concrètement, ces normes, elles sont différentes des normes IFRS. Cette déclaration de TVA, je la comprends pas. Et en fait, on doit souvent traduire, mais pas simplement d'un point de vue linguistique, d'un point de vue opérationnel, ce que ça veut dire et faire le lien en disant par rapport à la France, vous faites comme ci, dans tel pays, ça se passe plutôt comme ça. Et donc voilà, c'est l'équivalent et on fait un peu les transpositions d'un pays à l'autre. C'est pas si compliqué que ça en a l'air si on vous l'explique bien et si vous vous appuyez sur des personnes qui comprennent un peu les deux cultures financières, on va dire, pour pouvoir vraiment vous avancer. Mais gardez en tête que en fait, souvent créer et gérer la filiale, c'est vraiment pas le point plus compliqué. J'entendais sur l'atelier d'avant Frédéric Rossi qui parlait des budgets à mettre en place dès lors qu'on partait sur des géographies compliquées, type les États-Unis. C'est très simple de créer une filiale, c'est assez simple de la gérer aux États-Unis. Ce qui va être compliqué, c'est plutôt tout le reste, tout le volet opérationnel qui, pour le coup, est à votre main, de déploiement, de développement, d'embauche, parce qu'embaucher des collaborateurs, ça se tend dans un certain nombre de pays, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, c'est très compliqué. Il faut vraiment anticiper ça dans son business plan et pas que raisonner, si je puis dire, d'un point de vue administratif, puisque l'administratif, ça se gère. Mais encore une fois, ça s'anticipe et c'est vraiment le message qu'on veut vous passer aujourd'hui. C'est que parlez-en le plus tôt possible, même si c'est 1 an, 2 ans en avance de phase. En fait, ça permet vraiment de se projeter et ensuite d'éviter d'être pris par le temps justement sur des problématiques très opérationnelles. Ouais, y a un point sur lequel on est très souvent interrogé et on s'est dit que c'était intéressant de faire un focus. C'est que souvent on nous demande mais ok, je veux m'implanter, je veux créer une structure. Mais quelle structure? Est-ce que c'est une succursale? Est-ce que c'est un bureau de représentation? Est-ce que c'est une filiale? Est-ce que c'est une joint venture? On ne l'a pas indiqué là, mais c'est un point important de se dire comment est-ce que quel véhicule et quelle forme va prendre mon implantation post-première type d'implantation via effectivement collaborateur à temps partagé et ou portage et gestion salariale. En fait, il faut vraiment que vous posiez toutes les questions. Pourquoi je m'implante? Est-ce que j'ai besoin de facturer localement? Forcément, automatiquement, vous allez être plutôt orienté vers une solution ou vers une autre. Pourquoi combien de personnes je veux salarier? Le portage salarial, c'est bien, ça coûte beaucoup moins cher et c'est plus facile qu'une filiale. Quand on commence à avoir 3-4 personnes, d'un point de vue coût, il vaut mieux basculer sur une filiale selon les pays. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une présence locale pour répondre à des appels d'offres? Aux États-Unis, dans certains secteurs d'activité, si vous n'avez pas une entité juridique locale, vous ne pouvez pas vous positionner. Est-ce que j'ai besoin d'avoir, je parlais tout à l'heure du risque de requalification en établissement stable, quand vous avez un niveau de chiffre d'affaires suffisamment important et des collaborateurs sur LinkedIn qui vont dire je suis employé par la société X dans tel pays et il y a 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur tel marché, le fisc local peut venir vous dire attendez, vous êtes gentil, mais on a calculé que vous aviez fait X millions sur le marché. Moi, je vais vous demander de l'IS sur ce chiffre d'affaires-là. Sauf que l'IS, vous l'avez déjà payé en France. Donc, il faut anticiper tout ça et bien se poser ces questions. Encore une fois, l'important, c'est
poser ces questions et de savoir s'entourer pour éviter d'être justement pris à la gorge par des choses qu'on n'a pas vu arriver. Et puis enfin, vous avez des risques fiscaux ou liés au marché sur des notions de responsabilité, de CGV, où parfois il vaut mieux s'implanter. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on va voir les experts, on leur pose la question en disant moi je veux faire comme ci, comme ça, j'ai tels enjeux, etc. On peut aussi vous aider évidemment à qualifier ça, mais on pourra vous orienter ensuite sur la meilleure solution. Je te laisse en dire. Et du coup, par rapport aux différentes industries dans lesquelles vous évoluez, il faut voir chaque industrie va avoir plus ou moins sa typologie d'implantation à l'international. Si vous êtes dans les biens, goods, tout ce qui est transport, une filiale de distribution va grandement vous faciliter les choses, car cette filiale pourra être le distributeur de vos produits auprès des clients locaux. Si par contre vous avez un produit SaaS, alors là, pas forcément en fait, parce que vous pouvez tout gérer depuis l'international, et une force du coup locale plus légère de commerciaux va répondre à votre besoin sans avoir à créer une structure juridique. Donc on va être sur du plus léger. Donc chaque produit, chaque entreprise que vous êtes, vraiment posez-vous les questions de qu'est ce dont j'ai besoin. Et aussi avec nous, avec le recul, j'ai un portfolio de 200 entreprises dans tout secteur d'industrie, parce que ça, les chambres de commerce, on n'est pas sectorisé. Donc on aide tout type d'entreprise dans toutes les industries et les fleurons de l'industrie française. Et il y a des entreprises magnifiques qu'on suit depuis des années. Et du coup, ça nous donne vraiment un volet d'intervention. On est capable de vous dire, eux sont intervenus comme ça, ils auraient peut-être dû... Voilà, le retour d'expérience qu'on peut vous apporter sur le terrain est énorme. Donc ça, c'est vraiment un point. Et je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Quentin, qui était très intéressant. Quel est le support que vous avez en France ? Est-ce que vous avez déjà un expert comptable internalisé ou vous avez un expert comptable, une firme que vous utilisez en extérieur ? Si vous passez par une succursale, par exemple, la charge de travail va être sur votre équipe. Est-ce que votre équipe est déjà un petit peu sous l'eau ? Et si vous leur demandez en plus de gérer une succursale à l'étranger, là, c'est la fin. Alors qu'une filiale, ce sera externalisé. Donc, il y a toutes ces questions de savoir quel est le support dont je bénéficie aujourd'hui et qu'est-ce que je suis capable de faire. Et donc ça, il faut vraiment en parler. Pas hésiter, on est là et disponible. Pas 24 heures sur 24, s'il vous plaît. Tenez compte des décalages horaires. Ça, pour le Royaume-Uni, c'est pas trop, mais pour l'Asie, voilà, donc ça, c'est tout. Et peut-être juste pour terminer là-dessus, ce qu'on se dit et ce qu'on voit, nous, avec nos confrères des chambres, c'est que c'est la filiale, ou le bureau de représentation ou la succursale sont parfois la fausse bonne idée, parce qu'effectivement, en termes de création, en termes de coûts, ça paraît plus light, sauf que les bureaux de représentation, déjà, deviennent de plus en plus fiscalisés. Moi, j'ai vécu en Chine entre 2008 et 2013. Beaucoup de gens étaient en format bureau de représentation, mais la fiscalité, elle est sur les coûts. Donc plus on a de collaborateurs, plus on paye à la fin de l'année d'impôts sur les coûts. Et ils ont augmenté volontairement pour faire en sorte que le bureau de représentation n'ait plus vraiment d'intérêt pour les entreprises étrangères. Leur objectif, c'est d'avoir vraiment des filiales en propre qui puissent facturer, qui aient leur propre existence fiscale sur le marché local. Et c'est une tendance de fond qu'on voit depuis 10-15 ans sur la plupart des pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et en plus de cela, vous ne pouvez pas forcément convertir un bureau de représentation en filiale, c'est-à-dire que vous devez recréer de zéro une structure. Vous perdez, vous n'avez pas créé de credit history, par exemple aux États-Unis, où c'est très important pour pouvoir bénéficier de financements locaux, d'avoir ce credit history et qui n'est pas transférable en fait d'un type de structure à l'autre. Donc ce qu'on veut vous dire là, et c'est un message, on s'était un peu coordonné avant, c'est soyez assez prudents sur ces solutions qui paraissent simples et plus faciles à mettre en place, puisque selon la finalité à 1, 2 ou 3 ans, ça peut in fine vous desservir. Et il vaut mieux parfois attendre 1 an ou 2 de plus avant de créer sa filiale que de se dire je pars en bureau de rep, parce qu'après il faut aussi le fermer, il y a des procédures aussi de sortie. Dernier, vous avez bien compris ce qu'on vous a présenté là, ce sont des moyens d'asseoir son internationalisation et de travailler. Créer une filiale, c'est pas une fin en soi, recruter, c'est pas une fin en soi. En fait, ça permet de continuer à passer, on va dire, un certain nombre de paliers à l'international, des caps de chiffre d'affaires, de représentation. On n'a pas évoqué dans les raisons qui poussent à s'implanter tout le côté marketing, le fait de pouvoir dire demain je suis allemand en Allemagne, notamment dans des pays assez chauvins d'un point de vue produit ou service. En fait, ça offre aussi un avantage concurrentiel, ou à minima ça vous met sur un pied d'égalité par rapport à des concurrents locaux. Le fait d'avoir une implantation, de pouvoir facturer en devise locale au Royaume-Uni, certes, vous pouvez ouvrir des comptes en devise en France et facturer en pound, mais le fait de pouvoir dire j'ai une entité locale qui peut vous facturer, qui peut avancer, ça va rassurer d'une certaine manière votre prospect ou votre client, et ça va lui montrer que vous êtes aussi prêt à investir dans la durée sur le marché, que vous n'êtes pas juste là pour faire des coups entre guillemets, vous êtes vraiment sur une logique stratégique, structurante sur les marchés donnés.
Ce qu'on a vu émerger de plus en plus, je ne l'ai pas dit en introduction, mais nous, nos clients chez Altios et au sein de l'OSCI sont plutôt des PME et des ETI, hein, donc on ne parle pas de grands groupes. C'est tout ce qui est acquisition à l'international. Ça ne fera jamais les gros titres des Échos, puisqu'on est sur des petits sujets d'acquisition. Néanmoins, c'est aujourd'hui devenu un des moyens les plus rapides, je ne dis pas facile, mais rapide, d'avoir un chiffre d'affaires pérenne, d'acquérir une base client, d'avoir évidemment des équipes sur place, sur les marchés. Mon point n'est pas de dire il faut acheter des boîtes partout et c'est le meilleur moyen de se développer. Néanmoins, si vous avez 1, 2, 3 marchés stratégiques et structurants dans votre brique développement à horizon 4-5 ans, c'est un sujet que vous devez à minima investiguer. Avec un schéma qui peut être de deux manières, et je reprends, c'était les termes de Nicolas Dufour qui est intervenu sur le sujet il y a quelques temps. Soit on va à la chasse, soit on va à la pêche. À la pêche, on attend de voir ce qui mord et puis on reçoit parfois des informations sur des entreprises à vendre. À la chasse, alors en théorie, je sais que c'est un grand débat là-dessus en ce moment, mais en théorie, on choisit ce sur quoi on tire. Et donc, on va aller plutôt s'orienter vers des cibles qui sont vraiment pertinentes dans le cadre d'un processus. J'ai besoin de faire une intégration verticale et de remonter ma chaîne de valeur, de sécuriser du sourcing. Je vais aller acheter mon fournisseur basé dans tel pays ou un fournisseur de produits comparables basé dans tel ou tel pays pour sécuriser mon approvisionnement. J'ai besoin à l'inverse de descendre et d'aller intégrer demain de la distribution, de la logistique, voire un concurrent qui est sur des produits comparables aux miens dans tel ou tel marché. J'ai besoin d'abord de comprendre qui fait quoi. Est-ce que ces sociétés-là existent? Est-ce que le mouton à 5 pattes, le profil idéal de la cible existe? Et pour ça, j'ai besoin de comprendre le marché, de voir son organisation, d'avoir une vision sur les cibles. Ensuite, j'ai besoin de l'approcher. Et ça, c'est des choses qu'on mène de plus en plus avec des taux de succès qui sont de plus en plus importants. Je crois que c'est BPI qui avait fait une étude en France sur le degré d'ouverture des chefs d'entreprise à une potentielle acquisition. C'était 50, 52, enfin un peu au-dessus de 50%. En fait, c'est des stats qu'on retrouve, nous, à l'étranger, particulièrement en Europe, mais aussi sur des marchés transatlantiques. Alors qu'avant le Covid, en Allemagne, on appelait 10 boîtes, on en avait une qui disait pourquoi pas sous certaines conditions. Aujourd'hui, on est presque à 1 sur 2 qui nous dit ça peut m'intéresser, mais pas sur la logique financière. On intervient rarement en disant on va vous acheter, on a un gros chéquier, d'autant moins avec ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est plutôt la logique de synergie business, métier, et vendre un peu aussi un projet au chef d'entreprise qui souvent local, qui va souvent aussi souhaiter pérenniser et rester peut-être actionnaire minoritaire de la structure, voire monter sur la société mère qui achète. Et en fait, c'est un moyen aujourd'hui de sécuriser son développement et d'accélérer. Pour illustrer un petit peu ça, nous, chez Altios, avant Covid, on avait entre 4 et 5 projets par an, toutes géographies confondues. Sur l'année dernière, on en a mené une 50aine. Et c'est encore en train d'accélérer en 2023, puisqu'il y a à la fois un degré d'ouverture un peu plus important, j'en parlais, à la fois il y a des acquisitions qui ont fait leurs preuves, parce que ça permet tout de suite d'atteindre une taille critique en 18-24 mois, de maximiser le ROI, parce que vous empruntez, vous développez et vous créez des synergies. En revanche, ça implique de bien faire ses devoirs, si je peux me permettre, de ne pas acheter la première cible qui arrive, parce que c'est là où on a aussi des gros échecs. Vous voyez, en étape 6, l'acquisition c'est bien, l'intégration c'est mieux. Si on achète et que tout le monde part au bout de 6 mois, si la valeur ajoutée n'est pas démontrée, si on n'arrive pas à créer des synergies avec les équipes, en fait, vous allez acheter une coquille vide et vous allez perdre votre investissement. Donc, il y a aujourd'hui des moyens de structurer cela. On a volontairement souhaité en faire un petit point aujourd'hui sur les modes d'implantation, puisque, encore une fois, il y a 3-4 ans, c'était un épiphénomène. Aujourd'hui, c'est une tendance de fond dans le déploiement international. Et pas simplement pour les grosses entreprises, vraiment des PME qui vont nous contacter pour acheter un fournisseur et pour se développer. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils achètent tout de suite le fonctionnement. Et ce qui est, souvent, ils m'appellent et ils me disent « Irène, pouvez-vous reprendre la gestion ?» C'est-à-dire, voilà, on a acheté la coquille, mais on aimerait que vous repreniez, remettre du français dedans dans le fonctionnement pour l'intégration des équipes, que l'intégration du coup comptable dont tu parlais se fasse plus sereinement. Donc on reprend la comptabilité des entreprises locales qui ont été rachetées par ces sociétés françaises. Et j'ai plusieurs exemples et qui fonctionnent très bien et je n'en avais pas autant avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui n'est pas du tout à laisser de côté. Il faut un petit peu de moyens, c'est sûr, mais vous avez BPI qui est là, il y a les banques qui sont présentes. Je pense que c'est une solution à envisager.
Merci pour vos conseils. Je pense que les entreprises ont plein de questions à vous poser. Donc, vous l'avez bien compris, hein, les chambres françaises très présentes aujourd'hui à la place des rendez-vous. Il y a une vingtaine de pays qui sont représentés. Les OSCI aussi avec Altios, avec pas mal de collègues aussi. Donc, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions. Avant de vous laisser la parole, juste vous dire qu'effectivement, BPI finance l'implantation à l'étranger pour les entreprises françaises, soit par de la garantie internationale, soit par du financement, donc un prêt pour pré-croissance internationale. Donc n'hésitez pas aussi à venir me voir en fin d'atelier pour que je vous donne les bons contacts. Il y a un micro qui peut circuler si vous avez des questions. On a 7 minutes. Donc si vous avez des questions à nos experts. Oh, je vois plein de mains. Il n'y a pas de micro? Ah, il est là. Il est juste derrière. Voilà. Juste approchez-le bien. Après, Alors, voilà. Bonjour, c'est Babacar. Ma question est pour Altios. J'ai vu votre présentation tout à l'heure. J'ai vu que vous êtes présent maintenant en Afrique de l'Ouest. Non, sur la carte. Alors, je vais revenir en... Ouais, voilà, par rapport au... Et en fait, j'ai vu que vous êtes aussi l'un des... Si vous n'êtes pas le premier dans la catégorie SAI, avec une offre complète, je ne comprends pas, en fait, avec tout le potentiel que présente l'Afrique et les entreprises françaises, et que vous n'avez pas, en fait, de point relais. Quel a été votre choix stratégique? Quel risque, en fait? C'est une question que j'ai toujours voulu vous poser. L'occasion s'est présentée et je n'ai pas hésité. Voilà. C'est une très bonne question et qui revient assez souvent, effectivement. Je vais vous faire un petit travelling arrière rapidement sur l'historique. Nous, on a été créé en Australie à la base, avant même d'exister en France, par un Français qui était parti il y a 32 ans. Et ensuite, Altios a souhaité se positionner sur les gros pays du grand export. Donc après, l'Australie, c'était la Chine, où moi j'étais auparavant, l'Inde, la Russie qu'on a fermée il y a quelques mois, le Brésil, les États-Unis. Et puis petit à petit, on s'est rapproché de l'Europe, mais en fait, on l'a toujours fait. On est une société 100% privée, qui s'est toujours autofinancée, et on l'a fait en fait par les demandes clients. L'Afrique, c'est le continent africain déjà, parce qu'on parle quand même d'une 54 pays, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, il faut choisir dans quel pays on va s'implanter, parce qu'effectivement, on a des demandes plutôt sur l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, et donc un moment dans lequel Détroit. Et aujourd'hui, on n'a pas un flux d'affaires suffisant de la part des demandes clients pour s'implanter. En revanche, vous avez des chambres, vous avez d'autres acteurs qui sont présents et sur lesquels on va s'appuyer quand on a des demandes clients. C'est pas aujourd'hui suffisant pour justifier, on va dire, d'une implantation. En revanche, je partage totalement votre point sur le potentiel. Je fais partie de ceux qui sont assez convaincus. C'est pas toujours le cas chez nous, mais bien sûr qu'il y a des choses à faire en Afrique. Il y a des choses à faire en Afrique de l'Est aussi. En Afrique de l'Est, pas pour rien que BPI, il y a aussi localisé des collaborateurs. Donc ouais, je partage. Oui, bonjour. Vous n'avez pas parlé des VIE. Et en tant qu'ancien président de la Chambre de commerce à Dubaï, j'ai quelques bons exemples de VIE qui sont arrivés, qui ont prospecté pendant 6 mois, 1 an, et qui, au bout de 6 mois ou 1 an, ont créé une filiale pour la société qui les envoyait. Oui, alors c'était un choix qu'on a fait parce que c'est vrai que le VIE, c'est un outil qui permet aussi aux entreprises de se développer à l'international. Et je pense qu'il y aura des ateliers qui vont être spécifiques sur l'utilité et le bien fondé des VIE parce qu'on en est tous convaincus. Mais c'est vrai que, et les chambres, et je pense que même chez Altios ou dans certains OSCI, il y a possibilité d'héberger des VIE. Nous, on était sur l'implantation de votre force commerciale, en fait, et le VIE peut en faire partie, c'est un outil. Mais en effet, on est convaincus de ça. C'est un produit purement Business France, mais qui est effectivement en partenariat avec les chambres françaises, avec Altios, dans les centres d'affaires à l'étranger, puisqu'effectivement, ce sont des centres d'affaires qui sont agréés par Business France pour pouvoir recruter et héberger le VIE. Mais c'est une forme aussi. Et on en est tellement convaincus qu'on en a nous-mêmes chacun, on faisait le décompte, une quinzaine dans nos réseaux respectifs de par le monde. Donc bien sûr, c'est un moyen très, très utile et de commencer à mettre un pied sur le business. Et bien souvent, c'est un point sur lequel on est revenu aussi, c'est un moyen aussi de créer du lien avec la maison mère. En fait, très souvent, le bon véhicule, c'est d'avoir un VIE avec un commercial local qui va être plutôt l'américain aux États-Unis, le chinois en Chine. Et le VIE va venir en support et en lien, partage de l'ADN avec la maison mère française, partage des produits, etc.
Juste pour compléter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le volontaire international en entreprise. C'est des jeunes de moins de 28 ans avec pour l'entreprise des charges défiscalisées qui permet aux jeunes de partir entre 12 et 24 mois pour représenter une entreprise française. Y a-t-il une autre question? Oui, bonjour. Non, juste pour compléter par rapport au VIE, maintenant il y a le volontariat territorial. Et c'est un élément nouveau et important de partager parce que ça permet d'avoir des jeunes qui travaillent à l'export avec les avantages fiscaux du VIE. Voilà. Même moi, je n'ai pas encore bien étudié le sujet. Mais... Merci pour cette précision. On a encore 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. Il y a une autre. Ouais. Bonjour, enchantée. Je suis ici qui travaille pour un groupe breton sur la biotech. On exporte en Chine. Mais dans le temps, on a découvert qu'il y a des demandes de nos clients qui souhaitent s'implanter en France. Du coup, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous assistez aussi à ce type d'opportunité? Alors, la plupart du réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger sont des chambres qu'on appelle bilatérales. D'accord. Donc, elles sont capables, souvent, mais pas toutes, mais ça, il faut vérifier auprès de chaque chambre, elles sont capables d'accompagner les entreprises du pays vers la France. Et ça, on peut le faire alors en fonction de la demande et du cahier des charges que donne l'entreprise. Soit on est capable de trouver des clients, et nous, on le fait pour le Portugal, par exemple, trouver des agents commerciaux, par exemple. Oui. Mais si c'est pour investir et créer une filiale en France, créer une structure stable, là, on travaille avec Business France qui est tout à fait capable d'accompagner tous ces projets. D'accord. Et tous les partenaires qui sont ici pour accompagner les entreprises. Oui. D'accord, merci beaucoup. Voilà, Ouais. le sens inverse, ça va être avec Invest in France et les agences du coup de développement français qui vont être au sein des ambassades ou des tissus économiques locaux. Nous, par exemple, pour le Royaume-Uni, on ne le fait pas, mais par contre, on sait qui le fait. Donc l'entreprise va nous contacter, l'entreprise britannique va nous parler du projet et on va la réorienter au sein de nos contacts sur le territoire français pour son développement. Ça pourrait être Paris avec Choose Paris Region, mais ça pourrait être aussi Hauts-de-France, voilà, selon les projets. Mais il faut pas hésiter à nous contacter. Si on ne sait pas, on redirige toujours. Il n'y a aucune demande qui ne trouve pas relais. Ah, une dernière question. On vous prend et après on va conclure pour être dans les temps. Bonjour, tout à l'heure vous avez parlé le sujet c'était les VIE. Moi je voulais savoir c'est quelle taille d'entreprise qui viennent qui peuvent proposer ces solutions. C'est toute taille d'entreprise. C'est principalement des PME, des ETI, des entreprises à taille intermédiaire et des grands groupes qui en prennent même plusieurs par an. Et comme ça peut tourner, puisque c'est des contrats minimum de 6 mois jusqu'à 24 mois, donc en alternance, il peut y en avoir 3 à 4 dans les grands groupes très facilement. Et sauf attention visa, quand vous avez des situations de visa pour chaque pays, donc il faut vérifier. Union européenne, aucun problème. Vous partez 12 à 24 mois sans souci. Hors Union européenne, et je suis hors Union européenne avec le Royaume-Uni, le VIE est fermé pour les PME. Donc il y a malheureusement pas de VIE au Royaume-Uni ou avec des conditions très strictes. Je vous remercie. Merci de votre présence. Sachez que ce soit Altios ou les chambres françaises à l'étranger sont présentes à la place des rendez-vous qui se situe en bas. Vous avez une vingtaine de pays représentés. Il y a la chambre française d'Allemagne, du Pays-Bas. Enfin, vous avez pas mal de pays représentés. Pareil pour les collègues d'Altios. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Merci à tous.